Cordial bonjour à tous. Une visite exceptionnelle parce qu'on était parti sur une interview avec Didier Passamonique, qui est le co-commissaire de l'exposition Manga Tout un art au musée Guimet. Et puis là, on est parti sur un format inédit, c'est-à-dire on va te suivre avec Cédric Chao, qui est le mangaka des Trois Mousquetaires, entre autres. Et vous allez nous parler de toutes les anecdotes que tu connais sur les œuvres qui sont présentées, tous les effets techniques que tout le monde, enfin vous deux, vous saurez dire. Et puis voilà, moi je pense que c'est pas mal. C'est quelque chose en perspective d'assez étonnant et inédit. Oui, parce que les anecdotes, ce sera juste une partie. Parce qu'une expo comme ça, il faut bien être conscient que c'est un miracle. Oui, alors j'aimerais bien que tu m'en parles. Ouais. Comment tu as monté un truc comme ça ? C'est un miracle, en fait. Techniquement, pour différentes raisons, on a pu commencer il y a 1 an et demi. Quand on allait voir les éditeurs, qu'on leur expliquait que dans 1 an et demi, on allait ouvrir une expo, ils nous regardaient. Tu parles des éditeurs japonais ? Des éditeurs français, par exemple, parce qu'on comptait un peu sur eux pour nous aider. ou nos amis de Japan Expo, j'étais les voir, ils me disent, ça va pas la tête. Comment tu vas arriver à faire en 1 an et demi ce que nous, on met 3 ans pour négocier le moindre truc c'est de la dinguerie. Il doit y avoir une part de magie dans l'histoire. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 commissaires. Il y a une autre personne qui est très très importante, c'est ce qu'on appelle le commissariat général. C'est Déborah Lévy, et ça c'est la personne qui doit s'occuper de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est assurance, de tout ce qui est transport. Oui, parce que vous imaginez ce que c'est. Les planches, on a vu, on va voir là les planches originelles, Tezuka, tout. Il y a Naruto, il y a One Piece, il y a Dragon Ball, c'est de la folie. J'imagine même pas le montant des assurances pour des trucs pareils. Mais il n'y a pas que les assurances, il y a le transport. Mais le transport, c'est toute une logistique. C'est un transport dans les conditions de transport des œuvres d'art. Ça m'étonne pas. Donc du coup, ça coûte une blinde. Faut dire les choses comme elles sont. Faut pas croire qu'on prend les planches de Tezuka et qu'on les met dans le sac à dos et que ça marche comme ça. Tu m'étonnes. Comme ça peut se faire parfois dans des expos en Charente. J'ai entendu dire que parfois ça se transportait comme ça. Mais ici, pas question. C'est un musée d'art. C'est l'équivalent du Louvre. C'est l'équivalent du Louvre pour les arts asiatiques. Donc du coup, ça se fait pas n'importe comment. Il y a plein de choses qui sont... c'est un peu lourd comme institution. Donc, entre les Japonais qui vous exigent que chaque cartel soit traduit en japonais et préalablement envoyé pour approbation. Oui, ce qu'on voit à côté des œuvres. Voilà. Et donc, vous imaginez la logistique et le temps, surtout que ça prend. C'est ce qui fait que, par exemple, dans le catalogue, il y a des œuvres qu'on n'a pas pu reproduire parce qu'on n'était pas dans les temps nécessaire d'approbation des illustrations. Il est très bien le catalogue à part ça. Oui, très complet, j'ai vu. Mais ça explique ça. Ouais. Et malgré ça, on a quand même réussi à avoir un parcours. Vous allez voir ça. Ouais, incroyable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette pré-organisation de l'exposition, ou peut-être quelque chose qui a été compliqué pour vous particulièrement, une anecdote qui te revient ? Non, pas plus que ça. Ça a suivi son cours. Ouais, voilà. Non, mais je pense que quand on fait une expo comme celle-là, dans cet endroit-ci, si on n'est pas capable d'être zen, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Alors ici, c'est des vrais faux originaux. Mais qui sont vachement bien faits, en fait. C'est-à-dire que Ryoko Ikeda voulait pas que ses originaux voyagent, et donc c'est elle qui a fabriqué ces documents-là. Elle a recollé des trucs. Elle a recollé des trucs dessus. C'est un imprimé, mais il y a plein de petits détails qu'elle a recollés dessus. Oui, c'est vraiment un facsimilé quasiment. Oui, mais franchement, alors moi je vais toujours là. Enfin, je suis toujours à 5 cm des planches, et franchement, c'est un vrai faux. Tout à l'heure, il y avait des vrais senpai, des vrais Roto senpai et des vrais Mizuki. C'est Shirato senpai, des vrais Mizuki. Ici,
Mais ça reste un vrai faux Ikeda, puisqu'elle a collé des trucs. Voilà, mais donc c'est un vrai Ikeda, mais vrai faux Ikeda, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ce qui est intéressant dans l'apport, c'est cette génération qui arrive dans les années 70 qu'on appelle il paraît que c'est les Occidentaux qui ont mis cette étiquette, le groupe de l'an 24, en fait c'est l'an 24 Shoah, c'est-à-dire 1949, et ce sont des autrices qui sont nées entre 48 et 49 en fait, et donc et qui arrivent sur le marché 20 ans plus tard, c'est-à-dire vers 68, 69, et qui vont prendre le pouvoir sur le shoujo manga en fait, qui jusqu'à présent pouvait être fait par des hommes comme Tezuka ou Ishinomori. Je crois je vais pas dire de bêtises, mais Gonagai, je sais plus, mais oui, non, effectivement, il y avait des hommes qui faisaient du shoujo manga. Je dirais majoritairement. Ouais. Et à partir des années 70, elles vont un peu reprendre la main, et ça va justement favoriser une lecture de beaucoup plus sensible, et même une grammaire qui est propre à cette génération. Par exemple, il n'y a pas de cases, c'est complètement éclaté, il y a des étoiles, il y a tout ce qui fait qu'il y a des pétales de fleurs, ce genre de choses. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est plus décoratif, plus floral. Ouais. Et puis, il y a ces yeux typiquement shoujo, les yeux en diamant, quoi. Oui, qui distinguent, en fait, le shoujo Tezuka, c'est jamais que la grammaire Disney, c'est-à-dire on va mettre des cils un peu plus longs aux jeunes femmes. Ce qu'on peut voir dans le Ribon no Kishi. Absolument. Donc, mais ça c'est Disney. Quand on regarde les personnages féminins chez Disney, ils ont le cil plus long et la paupière qui bat un peu plus lentement. Ici, on a une nouvelle grammaire qui joue d'ailleurs sur l'ambiguïté. On retrouve chez Moto Hagio sur l'ambiguïté de genre, qui mobilise d'ailleurs ces sujets de genres différents. Qu'on retrouve aussi dans Très Cher Frère, Oni Samae, un peu plus tard, je crois. Absolument, mais chez plein d'autrices. Et même, je dirais même... Aujourd'hui, c'est une des caractéristiques du shoujo manga, avec notamment une propension d'intérêt pour le boys love qui est même interpellant. C'est essentiellement des lectrices qui lisent les histoires d'amour entre garçons. Alors, donc, on peut se poser la question. Alors après, il y a des théories comme quoi ça les rassure, que les personnages masculins les effraient plutôt. Enfin, mais ça, c'est la psychanalyse, moi, c'est pas mon rayon. Est-ce que tu avais regardé dans les années 80, parce que moi je suis un enfant des années 80, t'as de la chance, l'adaptation de Versailles Novara en dessin animé? Écoute, je ne suis pas un grand expert de dessin animé. Mais c'est marrant, je dis souvent que je n'ai pas vu les 1018 épisodes de One Piece parce que franchement, comme je suis plus vieux que toi, je bosse déjà beaucoup et donc j'ai pas de temps. Je fais des planches, moi. Et donc, mais oui. Mais en fait, c'est marrant parce que dans les années 80, l'adaptation de Versailles, Les Roses de Versailles en France, ça s'appelait Lady Oscar et oui, ça c'est le film de 2000. Il y a le film de 2000. Il y a le film, qui a été le film italien, voilà. Et donc Lady Oscar a été vendu français, film français. Lady Oscar a été vendu en France comme comme quelque chose d'historique. En fait, c'est pas du tout historique, c'est du. Pas du tout. Non, c'est du soap opéra à l'état pur. Ouais. Et quand si les gens vont sur YouTube et regardent le générique français Lady Oscar et le générique japonais, ils verront tout de suite la différence. Le générique japonais montre toute la quintessence du manga, c'est-à-dire un soap opéra, des personnages qui sont
exalté par l'amour, enfin, tout ce que vous voulez, ouais. Et ça change complètement la vision en tout cas du dessin animé et pour le coup du monde. Oui, mais ça part d'une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un romantisme autour de la reine Marie-Antoinette, qui n'est pas seulement japonais, hein, on le retrouve dans les pays de l'Est et tout ça, c'est la reine sacrifiée, il y a tout un romantisme qui effectivement n'a rien à voir avec la réalité historique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça ne nous a pas empêché quand même dans l'expo de mettre les objets personnels de la reine Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'elle avait une collection d'objets japonais qui se trouvent dans le trésor du musée Guimet. Donc on n'a pas pu s'empêcher de le mettre face à ces magnifiques planches de Ryoko Ikeda. Des dessins de femmes, quoi. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est toujours très... Enfin, c'est jamais vulgaire. C'est toujours très fin. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec Kamimura, c'est que c'est un véritable expérimentateur graphique. Ici, par exemple, on a un gros plan qui est presque abstrait sur l'œil de la guerrière. Là, on voit à des détails comme ça que Kamimura, il a vu Crépax. C'est contemporain aux travaux de Crépax, et donc je suis sûr qu'il a vu Crépax, parce que cette espèce de close-up sur les yeux, je suis presque sûr qu'il a vu. Alors, ouais. T'es pas de mon avis? Non, pas du tout. Parce que je suis pas sûr que ça soit un œil là, en fait. C'est quoi, non? C'est le pied. C'est le pied qui. Ah oui, c'est le pied. C'est le pied qui. T'as raison, c'est le pied qui. C'est le pied qui. Ah ouais, alors qui commence à encore plus fort. C'est encore plus fort. Mais il y a quand même. Mais ce qui est important, c'est l'énergie en fait. C'est l'énergie qu'on peut ressentir en voyant cette planche. Voilà, mais il joue de l'abstraction comme Pratt peut le faire de façon contemporaine. Mais on peut voir dans l'expo des estampes des dos qui reprennent ce jeu avec la pluie qui peut être oblique ou verticale. Mais oui, tu as raison, elle est oblique là alors qu'elle est droite dans toutes les autres, elle est là pour montrer le mouvement et qui est renforcé par ce côté pinceau en fait, qu'on retrouve plus maintenant. On n'utilise plus le pinceau, enfin très peu, il y a très peu de mangaka qui utilisent le pinceau. Là c'est une plume, moi je dis. Mais là il y a un coup de pinceau, il y a quelque chose qui touche à l'abstraction. Mais alors il y a le scénario aussi. Le scénario, c'est Kazuo Koike, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est vrai? Ouais. Et j'ai rencontré à Japan Expo et j'ai fait son interview pour Actua BD. Ouais. Et en fait, il en avait ras-le-bol parce que tout le monde lui parlait de trois œuvres qui sont connues ici, c'est-à-dire Lady Snowblood, Lone Wolf and Cub et Crying Freeman. Et puis c'était tout. Et moi, je sais pas, comme je suis curieux, j'avais pris soin de regarder un peu ce qu'il avait fait d'autre et j'ai parlé. Il a fait une centaine de séries, quoi. Et là, il était surpris. J'étais le premier à lui parler de ça. Et du coup, on s'est plus quitté de l'après-midi. Et là, j'ai découvert un Kazuo Koike qui m'a raconté qu'il était un descendant de samouraï, etc. Et qui, en plus, te faisait des tours de magie. C'est-à-dire qu'à un moment, il me sort une pièce de monnaie de l'oreille, quoi. Et là, j'ai découvert un Kazuo Koike qu'on ne connaissait pas et qui m'a raconté plein de choses, notamment sur le fait que les droits au Japon étaient concédés pour 30 ans à l'éditeur et qu'au bout de 30 ans, il les récupérait. Et donc, il venait de récupérer une grande partie de ses droits. Il avait créé une société de production qui gérait ses droits. Et d'ailleurs, au passage... Et là, ces planches-là, elles appartenaient à Koike ou à l'éditeur? Alors ça, c'est dans une collection particulière. Donc, c'est un des problèmes au Japon, et c'est pour ça qu'on a eu tant de difficultés à rassembler les œuvres, c'est qu'on ne sait pas très bien à qui elles appartiennent. Ouais, c'est toujours flou. C'est toujours flou, et du coup, il y a plein de complexités annexes. Par exemple, fiscalement, on ne sait pas... à qui ça appartient, et je pense qu'ils n'ont pas envie qu'on le sache trop, parce que le jour où on sait que ça appartient à Eiichiro Oda ou à Shueisha, peut-être que le fisc japonais, qui n'est pas encore très au fait
de ce que c'est que le métier de mangaka va se mettre à taxer le stock de planches. Et le stock de planches de One Piece, ou le stock de planches de Toriyama, de Dragon Ball, ça fait beaucoup d'argent. Non, mais ça crée des problèmes, parce que, notamment en termes de succession. Et surtout qu'ils en ont beaucoup des planches. Pas comme, alors en France, il y a un marché, mais le marché, il est, je ne sais pas combien de fois plus important au Japon. Oui, mais il est en train d'émerger, là, et c'est carrément... Et donc, et c'est une des raisons pour lesquelles on a des difficultés parfois avec certains mangaka à sortir les planches du Japon, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit valorisé en termes d'assurance ou en termes de transport de douane, parce qu'ils ont peur derrière que le fisc s'intéresse un peu trop près à eux. On a eu le même problème chez nous. Il a fallu qu'Uderzo pousse une gueulante pour que le statut fiscal des planches change en France. Et donc pour le moment au Japon, ils n'en sont pas là. Et donc, oui, il faut noter sur cette page Lady Snow Blues. Lady Snow Blues influence directement le Kill Bill de Tarantino. Ouais. De toute façon, on le voit là. C'est tout à fait clair. C'est le dernier combat avec... De la même façon que Lone Wolf and Cub est publié aux États-Unis par Dark Horse, avec des couvertures de Frank Miller. Oui. Parce qu'il influence durablement Frank Miller. Toute la séquence où Wolverine, la séquence japonaise de Wolverine, est directement influencée par Lone Wolf and Cub. C'est un artiste absolument formidable. Là, c'est pour ça qu'on a mis cette autre illustration de lui ici. C'est d'une finesse, d'une intelligence de traits, d'une intelligence de couleurs. C'est-à-dire que c'est intéressant. Ça fait vieille estampe et en même temps très moderne en même temps. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'art japonais, c'est ce qui a tellement influencé les peintres comme Monet ou Van Gogh, et pas seulement, ça va jusqu'à l'art nouveau en fait. C'est que justement, il y a un jeu entre le graphisme, il y a un jeu entre les arts décoratifs et la représentation picturale. Ça c'est vraiment la caractéristique de cet art-là. Ça va nous influencer complètement. C'est-à-dire que les affichistes de la fin du 19e siècle, que ce soit Lautrec, que ce soit Chéret, c'est des gens qui ont des images japonaises dans les yeux. C'est complètement extraordinaire. Et inversement, ici, on a un dessin de Hirata qui est très académique, très peinture académique en fait. Mais très européen surtout. Surtout le cheval quoi en fait. C'est la bataille d'Alighieri. On est dans une représentation d'histoire presque européenne et ça c'est intéressant. Mais quand on entre dans le détail, on voit ici par exemple les esquisses du fond du décor. Là, on revient dans l'art japonais de la suggestion, de l'évocation. Et ça, c'est ça. Mais quand tu vois derrière, tu as des subtilités, notamment dans la gestion, la profondeur de la focale, qui sont... Mais tu vois ce genre de petits traits, moi, tu vois, sur les... sur ce qu'on appelle, je sais pas, un rempart, je sais pas ce que c'est, tu vois, les bouts de bois, et la façon dont est travaillé, tu vois, le volume des chevaux, je retrouve en fait ça aussi dans de la BD, franco-belge. Oui, bien sûr. Tu me disais qu'il y a toujours, de toute façon, il y a une... Oui, il y a un dialogue. Il y a un dialogue. En même temps, si tu veux, le tempo de dessin qui est là, on le retrouve chez Goya, tu vois, donc chez les graveurs. En revanche, c'est la gestion de la lumière qui change. La gestion de la lumière en Europe, elle est très... Quand on parle de dessin, prenons Skeutel, elle est très influencée par l'école de Gustave Doré ou les illustrateurs de Jules Verne. Ce qui est un peu le cas de l'avant-plan, mais sur l'arrière-plan, on a des petites finesses que, à mon avis, Moebius a dû regarder de très près, quoi. Bah oui, ça. Donc, c'est pour ça que je te parlais des Franco-belges, mais c'est vrai que je sais pas. Donc, là, c'est la Dragon Ball. Là, c'est la vraie Dragon Ball. Quand les mômes japonais vont apprendre que la vraie Dragon Ball est en France,
Alors là, ça va être les boules, c'est le cas de le dire. Où sont les 6 autres les 6 autres et c'est pas n'importe quel Dragon Ball, c'est la Dragon Ball offerte par le Shogun à Napoléon III. Et donc, ça donne bien les dates d'ailleurs. En fait, on est vers 1858. Napoléon a pris le pouvoir en 1848 et puis il est devenu empereur quelques temps plus tard, en 1850. Ouais. Et donc là, on est dans le moment où Napoléon III triomphe et le shogun, c'est pas encore Meiji, mais il y a l'ouverture, c'est-à-dire qu'il commence à sentir la pression des Américains. Donc, du coup, il va y avoir... c'est un cadeau diplomatique. Et cette Dragon Ball, il y en a une autre en Angleterre qui a été offerte à la reine Victoria. Donc, c'était genre... on va offrir des dragons... Peut-être que les... Peut-être qu'il y en a 6, peut-être qu'il y en a 7. Peut-être que les 7 sont en Europe, dans les différentes cours. Mais là, en tout cas, nous... On a repéré cette Dragon Ball au château de Fontainebleau, parmi les cadeaux diplomatiques offerts à Napoléon III. On verra un autre cadeau diplomatique tout à l'heure, mais je pense qu'on ne pourra pas la montrer. C'est cette planche de One Piece offerte par Eiichiro Oda à Emmanuel Macron. Donc, comme quoi, il y a des cadeaux diplomatiques, il y a une continuité dans les cadeaux diplomatiques entre la France et le Japon. Et tout à l'heure, il faut vraiment, enfin, si vous venez voir l'expo, il faut vraiment tourner autour des œuvres, parce que celle-ci, elle est magnifique. Il y a notamment dans ces espèces de vagues à la Hokusai qui entourent cette Dragon Ball. On le voit pas tout de suite, mais il y a un dragon qui est enlacé, et à un moment, on voit son œil incrusté d'or. Et là, soudain, ce dragon apparaît, et c'est une pièce assez merveilleuse qui est constellée de petites inclusions à l'or, qui suggèrent l'écume des vagues, en fait. Et c'est une pièce magnifique. C'est la vraie Dragon Ball de l'expo. Et il est en France. Et en France. Au musée Guimet. Ouais. Et puis il y en a une autre que je voudrais te montrer. Didier, tu me parlais d'une autre Dragon Ball au musée Guimet. Mais oui, il n'y en a pas qu'une. Je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté combien il y en avait, mais il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une deuxième. En fait, la Dragon Ball, c'est une perle de sagesse. En fait, c'est quelque chose qui protège. Et que le dragon tient dans ses voilà. Griffes. Et là, on en voit une qui est sur le front de ce samouraï. C'est un casque magnifique d'ailleurs, on voit ses moustaches et une espèce de fausse barbe, c'est très impressionnant. Et c'est une vraie Dragon Ball parce qu'il est enserré dans les griffes du dragon. C'est une pièce assez magnifique. Et là, juste à côté, tu as Tortue Géniale. Qui est là aussi un personnage immémorial de la tradition japonaise, puis un reliquaire avec une autre Dragon Ball. Et enfin, il y en a une encore là, dans la main de Bouddha. Et puis ça, c'est un dragon fait par Hokusai quand même, l'auteur de La Grande Vague. Donc, non, c'est plein de merveilles cette expo. Ce dessin, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression qu'il a été fait hier. Oui, mais pourtant, là, c'est Tatsumi. Tatsumi, c'est quand même celui qui forge le mot Gekiga. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. 60-70, c'est ça, Gekiga non, il le forge en 57. Bon, le mot date de 57. Mais Gekiga, c'est vraiment au début des années 60, et ça va se concrétiser avec Garot en 1964. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement de paradigme. En fait, jusque-là, on vivait à l'ère Tezuka, c'est-à-dire une littérature pour enfants, avec des grands yeux et des bons sentiments, et qui sont surtout déconnectés de la réalité. Et ce qu'apportent le Gekiga et Tatsumi et Tsuge et les autres, c'est véritablement la vision du Japon contemporain. C'est-à-dire que là, on va montrer des gens pauvres, on va montrer des prostituées, on va montrer des gens des scènes de tous les jours. On n'est plus du tout dans
dans le bonheur fantasmé, quoi. On est vraiment dans une description d'un Japon qui sort de la guerre, qui est en train de se reconstruire, avec une industrialisation forcée. Garo, c'est la même année que les Jeux Olympiques d'Osaka. Donc on va découvrir quelques années plus tard la micro-informatique, les jeux vidéo de Nintendo et de Sega, c'est-à-dire une espèce de consumérisme forcené, et on est là juste avant. Et donc il y a un côté complètement authentique, c'est-à-dire que quand on va à Tokyo, on retrouve un peu des quartiers avec ces ambiances-là, avec les fils électriques qui apparaissent partout. Enfin ici il n'y en a pas, mais si on en voit. Les bâtiments qui ne sont pas modernes. En plus, il faut savoir qu'à Tokyo, les bâtiments ils sont détruits assez rapidement au bout de quelques années. Oui, c'est tout est tout reconstruit. Voilà, le Tokyo de 1960 ne ressemble plus du tout à celui de 1980 ou d'aujourd'hui. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ces planches-là, c'est qu'il y a une forme de nostalgie au fond. C'est un instantané de ce qui voilà, et c'est à ça aussi que ça les relie complètement aux estampes d'Edo, parce que on le voit très bien dans les représentations que fait Georges Bigot du Japon, ou même de Kyosai dans ses caricatures. Il y a une espèce de sentiment qu'il y a un Japon du passé qui est parti. C'est le Japon, on retrouve ça avec Shirato Sanpei, le Japon des samouraïs, le Japon des paysans, au profit d'un consumérisme qui va se concrétiser complètement dans le Jump, quoi, dans toute la bande dessinée qui va arriver dans les années 80, où la science-fiction domine de façon exubérante, avec les mechas de Go Nagai. Eh bien, ça montre bien, il y a une rupture entre ces mouvements-là. C'est marrant parce que tu vois, ce genre de maison-là, moi j'ai de la famille qui habitait à Osaka. Et j'ai vu en fait, des bâtiments modernes et une espèce de maison hantée. Et moi, j'ai habité dans ce genre de maison-là. Mais encore aujourd'hui, à Osaka, j'ai vu des ryokai qui ont gardé ce cachet-là. Et donc, c'est formidable. Alors évidemment, moi je ne lis pas le japonais, mais j'imagine que si on lit le japonais, il doit y avoir d'autres résonances aussi. Il y a des sons qui doivent apparaître. Mais ça donne aussi des images complètement syncrétiques. Comme celle-ci, parce que là c'est chez Tsuge, et on a aussi des influences un peu surréalistes, quoi. En fait c'est une parodie de Tsuge, c'est pas Tsuge. Mais il y a quelque chose aussi, il y a une rencontre entre la production du Gekiga et le cinéma international, notamment le cinéma italien ou le film noir américain. Il y a plein de choses comme ça qui ça dialogue en permanence en fait. Depuis Meiji, le Japon est en dialogue permanent avec le reste du monde. Que Kamui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une édition de Kamui en France. Oui, ça a été publié chez Kana il y a, je sais plus, 15-20 ans. Alors ils ont vendu leur collection, ils ont dû les vendre un peu péniblement parce qu'il n'y avait pas encore le public en face. Mais en fait, c'est une œuvre majeure qui va être sans doute rééditée par IMHO. Oui, moi j'ai vu les photos que Benoît a mis sur son Facebook. IMHO qui a publié un livre magnifique sur Garo par Claude Leblanc, où justement il raconte quelle est l'importance de cette œuvre-là dans la publication Garo, qui est une publication centrale dans le développement du Gekiga manga au Japon, et notamment le rôle de Shirato Sanpei sur
sur Garo, parce que en fait, Kamuiden, c'est pas seulement une œuvre assez géniale qui raconte des histoires de samouraïs à l'époque d'Edo, mais c'est aussi un brûlot politique. Il faut se rappeler dans quel contexte ça a été fait. On est en 64, les Américains sont partis, et puis on a une jeunesse, un peu comme nous en France, qui commence un petit peu à en avoir marre des militaires qui dirigent le pays. Et qui racontent des histoires via les samouraïs. Voilà, mais là, les histoires de samouraïs, en fait, ont un arrière-plan politique qui, justement, montre à quel point il y a des volontés de pouvoir, etc. Et donc, il a carrément des sympathies communistes, notre ami Shirato Sanpei, comme il est vraiment de gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque chapitre est intercalé par un épisode naturaliste avec des animaux qui montrent que les animaux aussi se battent et se mangent entre eux, comme les hommes, sauf que la différence entre les hommes et les animaux, c'est qu'il n'y a pas la cruauté. C'est qu'ils tuent par nécessité et pas par volonté de pouvoir, et surtout sans cruauté. Et ça, c'est cette œuvre-là. Et alors, ce qui est remarquable ici dans notre expo à Guimet, c'est que ces planches de Shirato Sanpei n'ont jamais été exposées, y compris au Japon. En fait, c'est une première mondiale. Cette exposition-là. On a la chance, nous les Français, de voir pour la première fois des originaux de Shirato Sanpei, qui sont les toutes premières planches parues dans Garo. Et Shirato Sanpei, c'est un dessinateur remarquable. Ici, on a une couverture de Garo originale, c'est de la gouache. Avec une magnifique plongée, il n'y a pas une seule erreur d'anatomie. Enfin, toi qui dessines, tu dois. Non. Et puis même s'il y en avait de toute façon, non, mais le dessin est juste. C'est pas le dessin est juste. C'est ça qui est incroyable. Il est juste, mais en même temps, il y a une espèce de subjectivité avec ce côté, ces camailleux de bleu qui sont tout à fait magnifiques, avec des volumes qui sont très très bien rendus. Et celui qui ressort, et une lumière aussi. Qui est remarquable, et évidemment ça c'est la bonne vieille recette inventée par Charlie Chaplin, c'est que le personnage principal est en noir et puis tout le reste n'est pas aussi contrasté. Ça permet de donner une lisibilité dans la planche et dans le dessin qui fait qu'on a tout de suite le regard qui est orienté vers le personnage principal. Alors ça, c'est une des autres pièces majeures de l'exposition. Comme tu sais, dans l'expo, on a tous les grands héros. Il y a un grand héros qui est hanté, qui est possédé par un démon. C'est Naruto. C'est Naruto. Qui est possédé par le renard à 9 queues. Et là, on n'en connaît pas d'autres représentations du renard à 9 queues sous forme de statue, d'une statuette qui date du 19e siècle. Et il faut la regarder de près, vraiment, si vous venez voir l'expo. Parce qu'il y a des petits coups de pinceau dorés, chaque poil du renard est peint à l'or. Et c'est vraiment au poil près, quoi. Oui. C'est un travail artisanal assez magnifique, et on retrouve l'œil d'or du dragon qu'on avait vu avec le Dragon Ball. Dans l'œil du renard. On retrouve dans l'œil du renard, même la dent est en or. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, je ne sais pas pourquoi, on voit il y a une griffe qui ressort c'est vrai à l'arrière, et donc peut-être qu'il y avait d'autres griffes, mais c'est un objet absolument magnifique et qui renvoie directement à la mythologie japonaise. À la mythologie et aux premières planches de Naruto, où on le voit complètement possédé par le renard. C'est une pièce extraordinaire. De toute façon, la mythologie, elle est de toute façon tout le temps présente dans le manga. Là, tu nous parlais bien sûr, de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la pérégrination vers l'ouest. C'est Son Goku. On voit une estampe d'ailleurs là-bas avec Goku et puis le lapin de la lune. Absolument. Mais
c'est pas majeur, hein. Il se détache très vite de cette référence pour vivre ses propres aventures. Et ça va être la même chose dans One Piece, où en fait il y a juste un épisode. Il y a toujours un dialogue entre la mythologie et puis la culture populaire qu'on peut retrouver dans Dragon Ball et dans Naruto. Je pense que c'est comme pour Mizuki, c'est-à-dire qu'il y a la redécouverte d'un patrimoine qui est extraordinaire. C'est comme le nôtre au fond. Quand on relit Gargantua ou je sais pas moi Gargantua qui est ou Peter Pan, ça continue de nourrir nos propres mythologies et ne parlons pas de la mythologie grecque ou scandinave qui alimente nos super-héros depuis des siècles maintenant. Même les Japonais. Et même les Japonais. Oui, c'est vrai. Senseiya, c'est quoi sinon la référence scandinave et gréco. Ou même le monde romain avec des allers-retours dans le monde romain et le Japon d'aujourd'hui, effectivement, il y a un brassage en fait. Il y a un brassage de toutes nos cultures qui montre qu'au fond, on a toujours eu besoin de rêver. Et que ça ne sert à rien de se cantonner. Il faut parler. Mais ça va loin. On oublie, mais Tezuka a adapté en BD Dostoïevski, Shakespeare. Il a fait 2 vies de Jésus. Il a fait Bouddha, mais il a fait Jésus à côté. 2 vies de Jésus. Non, parce que c'était quelqu'un qui était connu. Voilà, ça fait partie de ces créateurs qui sont connectés à l'univers, quoi. Mais on a ça chez nous aussi. Hein. Jodorowsky, par exemple, alors que je lui parlais de ses origines juives, parce qu'il a une ascendance assez croquignolesque, si je puis dire. Jodorowsky, sa mère est née en Argentine, à Moïseville, ça dit tout. Et en fait, son père était un communiste anti-clérical, mais rabbinique, et sa mère était ultra observante religieuse, tu vois. Donc ça donne un fils qui va s'intéresser à toutes les spiritualités du monde. Il a voulu faire Dune. Et donc, il a fait des commentaires, il faut savoir, il a fait des commentaires de la Torah, Jodorowsky, mais il a aussi fait les commentaires des évangiles, et puis il a fait des commentaires de Bouddha et de la sagesse indienne, parce que lui se considère un peu au-dessus de tout ça, une espèce de précipité de toutes les cultures du monde, et dont il serait le gourou, le gourou ultime. Et donc il y a peut-être un peu de ça chez Tezuka, peut-être qu'il est mort trop jeune au fond. Il est mort trop jeune, ça c'est sûr. À 60 ans, peut-être que 59, 60 ans. Et effectivement, peut-être qu'on aurait découvert que Tezuka est vraiment le dieu du manga, tout court. Pas seulement des mangas, mais il y a une spiritualité en tout cas. Didier, tu me disais que les premières traductions de Gen Hiroshima n'étaient pas françaises. Mais non, en fait, on a un souci. Parce que il se faisait que j'ai travaillé, on est aux alentours des années 2000, et j'ai travaillé pour Vertige Graphique au moment où il publie Gen Hiroshima. Et en fait, les droits sont passés par les États-Unis et les traductions sont faites à partir de l'anglais. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de traducteur de bande dessinée en France, en fait. C'est les tout débuts. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très pris par les BD de chez Glénat qui utilisent tous les traducteurs disponibles. Et ça va changer 20 ans plus tard, parce qu'on va avoir de plus en plus d'étudiants, de jeunes lecteurs de manga qui vont aller étudier le japonais à l'INALCO et traduire et qui vont traduire les mangas originaux. Et puis c'est ces jeunes étudiants qui vont devenir les traducteurs d'aujourd'hui, qu'on retrouve un peu partout, aussi bien à Tokyo qu'en France. Mais au moment où on publie Gen Hiroshima, qui maintenant est retraduit sous le titre de Gen aux pieds nus, eh bien, on n'en sait rien. Et donc, j'ai eu la chance de faire l'interview par mail de Keiji Nakazawa,
justement pour un peu soutenir cette édition-là. Alors donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une véritable victime de la bombe. Quand la bombe atomique tombe sur Hiroshima, il est là. Il va perdre l'essentiel de sa famille. Sa mère va survivre en grande difficulté, mais elle va mourir d'un cancer des os à cause des radiations. Et donc, quand lui raconte cette BD-là, personne n'en veut. Il va avoir beaucoup de difficultés parce que on est en plein boom économique au Japon et qu'on ne veut pas revenir sur des vieilles histoires comme celle-là. Donc les éditeurs vont refuser longtemps et puis finalement il va y arriver. Ce qui est remarquable dans cette expo où on expose des planches originales, c'est d'abord à quel point elles sont pas petites, quoi. C'est vraiment des planches de grand format. Et puis surtout, ce qui est poignant dans ce qu'il raconte, c'est qu'il raconte la bombe, mais il raconte aussi l'après. C'est-à-dire comment les gens qui ont été irradiés vont être considérés comme des pestiférés par le reste de la population, comme ça a pu arriver, par exemple, dans les premiers temps du Covid ou du sida. Et donc, c'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir ces planches-là dans notre expo. Ces planches ont été empruntées au Mémorial de la paix d'Hiroshima, à qui Keiji Nakazawa a offert son œuvre. Et on est très fiers de l'avoir ici. Tu parlais, alors tu disais qu'après la bombe, les gens étaient considérés comme des pestiférés parce qu'ils étaient irradiés. Ça ne sonnait pas encore. Je sais plus non plus. Mais c'est vrai qu'elles sont... Mais tu vois, en fait, ce sont des... Parce que moi, je trouve son dessin assez naïf, en fait. C'est surtout le personnage principal qui est naïf. Non, mais quand on regarde... Il y a un contraste avec le propos. C'est ça, en fait. Et puis sur le statut des Coréens, c'est pas... Mais enfin, ouais, moi, je pas refusé de lire, mais c'est comme Maus, je l'ai lu une fois. J'ai lu il y a 25 ans, j'ai pas envie de le relire, parce que et je pense que ça sera la même chose avec Gennin Hiroshima. Et tu vois, le tombeau des Lucioles, c'était pareil, je l'ai vu une fois, j'ai mis très longtemps à... Ça, je pourrais raconter comme anecdote. Sur le tombeau des Lucioles ? Ouais. Alors, justement, c'était de ça que je parlais. J'ai fait l'interview de Keiji Nakazawa et j'évoque un film que je venais de voir, qui était le film de Takahata, Le tombeau des Lucioles. Et je lui demandais est-ce que quelque part ça vous a influencé, est-ce qu'il y a un rapport avec ce film-là, et il m'a vraiment répondu sèchement en disant mon manga n'a rien à voir avec le tombeau des Lucioles, et de fait le tombeau des Lucioles parle du bombardement de Kobe, où les Américains ont vraiment complètement détruit la ville, mais c'était pas la bombe atomique, c'était des grosses bombes balancées par des B-52, mais il m'a répondu très très sèchement, c'est-à-dire que pour lui... il y a une hiérarchisation de la... D'abord, lui c'est une vraie victime, alors que Takahata, c'était jamais qu'une relation du bombardement, mais en plus c'est la bombe atomique, quoi. C'est carrément une autre dimension, et donc il avait raison de me répondre un peu sèchement, en fait. C'était une question pas très délicate. Comment ça te parle, ce dessin ? Je le trouve incroyable, en fait, ce dessin, puisqu'il est très fort. Et puis, je vois aussi le temps qu'il a passé. Alors, est-ce qu'il a travaillé avec des assistants ou il était tout seul sur ce dessin-là ? Parce que pour faire du pointillisme sur du manga, il faut beaucoup de temps. Parce que là, c'est des 10 points. Oui, mais ce genre de dessin, ça se donne pas à un assistant. Non, ça se fait. Ça se fait soi-même, tu as envie de le faire soi-même. Il faut une passion. Avec les héritiers de Mizuki, on a une exigence très claire de leur part. C'est qu'ils ne voulaient pas qu'on raconte notre histoire de yokai dans notre coin
parce que des yokai, il y en a plein dans la maison, à guillemets, mais c'est pas les yokai que montre Mizuki. Et la famille a vraiment insisté pour qu'on ne montre que les œuvres qui ont directement influencé Mizuki, et donc notamment ce chariot hanté. Alors les yokai, il faut savoir que les Japonais avaient à peu près oublié ce que c'était. Dans les années 60, 70, il n'y a pas grand monde qui savait encore ce que c'était les yokai. Il fallait être un peu lettré, on va dire. Le grand public ignorait complètement. Et c'est vraiment Mizuki qui, en repartant des œuvres qui sont au 18e, là on est Toriyama Seiken, c'est en partant des œuvres, parce qu'un dictionnaire de yokai existait auparavant, un siècle auparavant, mais il était un peu oublié, et là il a ressorti ça, et au fond il a réinventé un monde qui n'était pas perdu, mais qu'on voit partout maintenant, parce que les yokai sont très non, c'est devenu, grâce à Miyazaki notamment. Moi je me souviens des yokai quand je regardais, parce que moi je suis un enfant du club de Dorothée, je regardais Lamu, s'appelait Lamu, dans Urusei Yatsura de Rumiko Takashi, il y avait plein de yokai. Et j'ai découvert ensuite que Mizuki... c'est Mizuki qui a un peu repopularisé tout ça, et ces dessins-là sont absolument magnifiques, il faut venir les voir, parce que il faut les regarder de près. Là on a les originaux quand même. Alors ça c'est les originaux du dessin, et ça en fait c'est une repro. Mais le RAW en couleur a été fait par Mizuki. En fait, il a 2 étapes. C'est pour éviter de bousiller son dessin par la couleur qu'il utilise ce procédé. Ça donne des images absolument splendides, vraiment splendides. Alors tu sais qu'il y a les yokai, alors moi je suis d'origine chinoise, et tu sais que les yokai, ça fait longtemps que j'en vois, donc je commence à en avoir... Tu les vois réellement ? Ouais, je les vois réellement. Donc je les vois beaucoup dans les publications, et en fait il y a la même chose en Chine en fait. Il y a des, partout en Asie. Partout en Asie, et moi j'aimerais bien justement, à l'instar de Mizuki, faire revivre le bestiaire chinois. Le bestiaire chinois, qui est aussi très intéressant. Et indien, enfin toute cette partie-là, c'est vraiment étonnant de voir comment ça dialogue d'ailleurs, parce que ça dialogue furieusement entre la Chine, le Japon et l'Inde, toute l'Asie. Et puis depuis très longtemps, depuis le Bouddha qui se promène un peu partout. Oui, puis moi je vois des monstres, des monstres sans tête, avec la tête sur le torse, qu'on voit sur des enluminures chrétiennes. Chrétiennes, mais peut-être que la légende du prêtre Jean avait du fondement, parce que je ne sais pas si tu sais, mais en fait quand ils ont essayé de reconquérir Jérusalem et qu'ils combattaient les Arabes, ils espéraient que le prêtre Jean, dont la légende disait qu'il était en Inde, vienne battre les Arabes à revers, donc avec des monstres. Donc non, mais le dialogue, il est permanent. Moi, ce qui me frappe dans les temples d'Angkor, c'est à quel point ça ressemble aux Grecs, en fond. Alexandre est allé jusque dans l'Indus, bien sûr. Donc après, on peut toujours... la ressemblance, ça veut rien dire, mais c'est vrai que la graphie du japonais ressemble pas mal à l'hébreu, finalement. Donc on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un rapport ? Et un de mes amis qui connaît 15 langues m'explique que la grammaire du turc et la grammaire du japonais sont très proches. Donc moi, je le crois, je n'ai pas vérifié. Mais ça vient sûrement de quelque chose. Il y a des choses à valider, à vérifier. On est devant un original de Otomo. Oui, alors c'est un miracle, parce qu'en fait Otomo refuse que ses originaux quittent le Japon. Là. Et même il y a eu juste une expo à Tokyo de son œuvre. Mais souvenez-vous, quand il a eu le Grand Prix d'Angoulême, il n'y a pas eu d'expo de Grand Prix. Il y a eu l'expo hommage à Otomo, mais il y avait
à part ce document-là, qui est un cadeau fait par Otomo à Glénat, il n'y a pas d'Otomo qui sort du Japon, quoi. Donc c'est pour ça que c'est ici, si vous voulez voir un vrai Otomo, c'est là que ça se passe, hein. C'est dans cette expo de Guimet. Allez, ça y est, on a fini l'exposition. Ouf, j'ai soif. Oui, parce que là, Didier, tu nous as raconté plein de choses extraordinaires. J'espère que vous avez apprécié la visite. J'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises non plus. Oh, bon, il y a peu de chance, je pense, hein, vu le puits d'anecdotes et de culture que tu es. Je suis capable de dire beaucoup de bêtises aussi. Donc vérifier. Je pense que tu as le droit. Vérifier, il faut toujours vérifier. Il faut toujours vérifier. Cédric, quel est ton ressenti après cette visite ? Moi, je suis super content. J'ai vu des planches originales de Tezuka, d'autres auteurs, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit plusieurs auteurs réunis en France de cette manière. Donc, faut venir. Faut venir. Elle est exceptionnelle, cette expo. Hein. Ben ouais, puis surtout mettez des commentaires, hein, qu'on voit exactement qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. C'est important. Il faut aussi dire ce qui vous a pas plu. Hein. Je pense que ce qui est important aussi de dire, parce qu'il y en a qui seront peut-être déçus de ne pas voir certains auteurs ou autrices, ce qui est important de dire, on le disait en off, c'était juste marquer quand même les points d'accroche et de comparaison entre les œuvres anciennes et les mangas contemporains. C'est pas une expo vraiment pour le manga. Manga, c'est on a des œuvres anciennes, on a réussi à obtenir des œuvres contemporaines, et puis on a essayé de lancer des ponts entre les deux. Hein. Oui, et puis en même temps, pour ceux qui pensent qu'il faut faire une exposition encyclopédique, voilà. D'abord il y a 1000 mètres carrés. Et puis au fond, elle est sur 3 niveaux, hein, l'expo. Ouais, et puis au fond, les mangas, c'est un peu comme un ciel étoilé en plein été. Quand on est allongé, on voit des milliers d'étoiles. Et puis au bout d'un moment, le cerveau commence à faire des dessins et on reconnaît la grande ours, un Naruto, on reconnaît un Astro, on reconnaît l'astragale de Cassiopée, etc. Et en fait, c'est ça, le cerveau humain discrimine la complexité pour arriver à une simplicité. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire dans cette expo, c'est qu'il y ait une ligne, qu'on raconte une histoire qui soit simple, qui fasse le parcours de l'histoire des mangas. Et c'est pas important qu'on n'ait pas tout. Et l'autre caractéristique de ce parcours, c'est que justement, une des façons d'écarter une œuvre et d'en garder une autre, c'est qu'on a gardé celles qui ont un lien avec le patrimoine japonais de Guimet. Et là, ça donne tout à fait un autre sens à l'exposition. Et si on fait ce genre d'exposition dans un autre endroit, au musée des Arts Décoratifs par exemple, comme en 1967 avec Molly Terny, eh bien on racontera les choses autrement. Mais en tout cas, ici c'est la façon dont on l'a raconté. Et puis aussi, en fait, toucher un large public, des enfants, des néophytes, parce qu'on sait bien qu'il y a pas mal de gens qui ont des a priori sur le manga. Ça va quand même permettre, j'espère, de creuser la question et de faire découvrir au plus grand nombre. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a quelques figurines et quelques cartes dans les vitrines pour qu'on se dise, simplement pour dire, on n'a pas oublié, on sait que vous connaissez tout ça, mais on a autre chose à vous raconter. Ah oui, et puis une longue histoire. Merci Cédric de ta présence. Merci Didier pour tout ce que tu nous as raconté. C'était un plaisir. Merci et à très bientôt à tous. À bientôt.